Alors, bon matin à chacun et à chacune. Aujourd'hui, François Legault a un test lors du vote de notre motion du mercredi. Motion qui a été déposée par Fred Beauchemin, député de Marguerite Bourgeois. Une motion qui vise à reconnaître l'évidence, à savoir que la proposition de François Legault exprimée à Washington la semaine passée de tarifer, de taxer de 25 % les exportations de notre aluminium, c'est une mauvaise idée. C'est non seulement quelque chose, une proposition qui serait néfaste pour l'industrie, mais qui viendrait mettre en péril les milliers d'emplois, notamment dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, cette motion-là dit l'évidence qu'on entend sur le terrain et des gens de l'industrie. François Legault, lorsqu'il est allé à Washington, et ça nous a permis de faire le débat hier sur cette motion-là, de revenir sur sa déclaration malheureuse qui affaiblit le Québec. Je le cite, « On est prêt à beaucoup de compromis dans l'aéronautique, dans la forêt et dans l'aluminium. » Et on ne sait pas trop qu'est-ce que ça veut dire, ça, ces compromis-là. D'un autre côté, il dit, bien, moi, mon industrie de l'aluminium, je vais la taxer de 25 % pour les exportations. Alors, entrer dans une négociation de cette façon-là, de cette faiblesse-là, c'est rien de bon. C'est un non-sens économique. C'est comme si ce soir, la game de hockey, le Canada-États-Unis, c'est comme si le Canada disait, ben, on va jouer au hockey contre les États-Unis, mais savez-vous quoi? On aborde cette rencontre-là en vous disant que toutes les mises au jeu, on va les faire dans notre territoire à nous. Alors, c'est ce qu'a fait François Legault. Il est dans son territoire, il est dans notre territoire et il affaiblit le Québec. Alors, il est temps qu'il se ressaisisse, teste tantôt lors du vote de cette motion-là. Puis, si jamais il ne passe pas le test, bien, vous savez, au hockey, pour poursuivre l'analogie, qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Bien, on les retourne dans les mineurs. Alors, François Legault pourrait peut-être retourner dans les mineurs quelques partis. La CAQ, en somme, n'aura jamais été le parti de l'économie. Fred, je vais te céder la parole. Merci beaucoup, Marc. La motion qu'on a déposée hier a démontré plusieurs choses. Premièrement, François Legault ne comprend pas l'industrie de l'aluminium, ne comprend pas que son tarif va faire que notre aluminium va être le plus dispendieux sur la planète. François Legault, c'est un mauvais négociateur en nous offrant ce fleuron-là là, à rabais. François Legault prend des mauvaises décisions sur un coin de table sans réfléchir. Ça fait 28 ans qu'il a quitté le monde des affaires. Le monde a beaucoup changé depuis. Mais je veux aider le premier ministre, puis je vais lui proposer les choses suivantes. En négociation, là, on doit au minimum comprendre l'agenda de l'adversaire, puis comment que lui définit son succès. On doit avoir un dialogue aussi avec la Chambre de commerce américaine, ce que je n'ai pas entendu de la part de la CAQ. Et on doit continuer de parler avec les élus locaux. C'est extrêmement important. On doit faire tomber les barrières tarifaires à travers tout le Canada. On doit améliorer notre fiscalité, ça c'est certain. On doit faire un vrai allègement réglementaire, pas des mesurettes comme ce qu'on entend dans le projet de loi 85 actuellement, et avoir un vrai objectif de gain en productivité. Mais la dernière chose qu'on doit faire, c'est de paniquer, dire qu'on est prêt à faire plein de compromis, puis se négocier soi-même sur la place publique sans rien obtenir en retour. Puis taxer notre industrie de l'aluminium, comme le propose le premier ministre, c'est pas Top Gun du tout. C'est tellement pas bon, là, OK, que QS est d'accord avec nous. Ce qu'on doit faire maintenant, c'est écouter ce que je viens de dire, agir là-dessus, puis la dernière chose qu'on doit faire, c'est se négocier soi-même sur la place publique. Merci. Est-ce que vous constatez un peu, comme le PQ, que les ministres Fréchette et Laforêt ne semblent pas appuyer l'idée de contre-tarif sur l'aluminium? Absolument. On l'a senti tout de suite lorsqu'on a commencé à discuter de ça dans le Salon Rouge. Puis hier, j'ai eu aucune réponse concrète là, à la question même de la motion du mercredi à ce sujet-là. Donc, ils ont évité de répondre. Évidemment, ils sont mal à l'aise, c'est clair. Il y a de la bisbille dans le caucus au Conseil des ministres? Je ne sais pas, je vais le laisser. Je ne sais pas ce qui se passe dans le Conseil des ministres, mais je suis certain que la ministre Laforêt, ministre responsable, puis elle le sait que ça ferait mal à des milliers de travailleurs et travailleuses à l'industrie. Quand la ministre Laforêt a dit, après que François Legault se soit exprimé publiquement en disant « on devrait faire ça », puis elle a dit « wow », je la paraphrase, là, « avant de faire ça, nous devrons bien réfléchir ». Je veux dire, vous voyez bien là, qu'ici, qu'il y a une contradiction, là. Elle n'est pas pour ça. Quand elle dit « avant de faire ça, il faut bien réfléchir », François Legault dit « non, moi, je serais prêt à aller de l'avant avec ça », c'est mauvais. Vous parliez hockey tout à l'heure? Oui. Parlons hockey. J'aimerais vous entendre sur les commentaires d'Isabelle Lecourt au sujet de M. Ciccone. Le X, là, oui. gazouillé. Oui, exactement. J'aimerais vous entendre là-dessus. Ça m'a... C'était complètement inutile. Vous savez, sur ces statistiques, le nombre de minutes de pénalité divisé par le nombre de parties, 3,92 minutes par match.
complètement inutile. Enrico Ciccone a une expérience de vie. La société a évolué. La société a évolué. Et Enrico porte ce message-là avec toute la crédibilité qu'il a. Je veux pas être trop direct, mais moi, ça m'a beaucoup marqué quand une de ses entrevues passées, quelqu'un lui disait, bien, M. Ciccone, les batailles, ça fait partie du hockey. Puis qu'il avait dit, pour que quelqu'un dise ça, il n'a jamais mangé un coup de poing d'en face. Enrico, il est passé par là. La société a évolué. Puis aujourd'hui, je pense qu'il fait œuvre utile. Oui, chez les jeunes, mais dans le sport professionnel aussi, dans la Ligue nationale de hockey, ça ne devrait pas être permis. La ministre, jusqu'à preuve du contraire, est d'accord avec ça. La ministre est d'accord avec ça. Autre contradiction où François Legault, lui, il fait bien ce qu'il veut, il dit bien ce qu'il veut. Sur les tarifs, contradiction avec Mme Laforêt, puis François Legault en disant que ça peut être une bonne idée de se battre à coups de poing d'en face dans la Ligue nationale de hockey. Il est en contradiction même avec l'approche de sa ministre. Ça n'a pas sa place. Puis par rapport à ce gazouillis-là, j'aime autant passer outre parce que... C'est l'adjoint parlementaire du ministre de l'Éducation en matière d'intimidation. Ouais. Bien, écoutez, ça se rajoute à ça. On peut pas aller décrédibiliser un témoin, une personne qui l'a vécu comme Enrico Ciccone. Puis il connaît son passé. Je vous dirais qu'à travers ça, la société évolue, puis il aide à faire évoluer, il fait œuvre utile la société. Le matériel roulant du TGV qui pourrait être bâti à l'extérieur, c'est ce qu'a évoqué le PDG d'Alto TGV hier au TVA 22h. Vous pensez quoi qu'il y aura des entreprises canadiennes qui pourraient ne pas être favorisées pour bâtir ce matériel? Moi, je pense que plus que jamais, je n'irai pas dans le détail des règles d'octroi des contrats puis des appels à soumission, mais chose certaine, le contenu canadien, québécois doit être une priorité et faire tout ce qu'on peut dans le respect des accords pour qu'il y ait le plus grand pourcentage de contenu québécois et canadien. Et on le voit dans le contexte qui plus est, où Donald Trump, lui, c'est America First. On peut-tu avoir notre Canada First, Québec d'abord? Et Québec d'abord, excusez-moi, c'est pas depuis le 6 novembre, l'élection de Donald Trump, qu'on le dit, nous, libéraux du Parti libéral du Québec. Ça fait des années qu'on dit à François Legault, Québec d'abord. La vérificatrice générale va déposer son rapport sur la Société de l'assurance automobile du Québec. Bon, on ne l'a pas lu encore. Je ne sais pas si vous allez réagir tout à l'heure, mais de ce qu'on sait avec le site Internet qui n'était pas prêt, la saga avec M. Kerr, avez-vous des attentes en particulier? Je pense que les attentes, pour ne pas effectivement avoir vu le détail du rapport, c'est un fidèle état des lieux parce qu'on avait beaucoup de questions, on a beaucoup de questions, donc je m'attends à ce qu'on ait un fidèle état des lieux. Une fois que j'ai dit ça, ils ne pourront pas changer le passé. SAC-Clic, c'est un fiasco caquiste. SAC-Clic, c'est un fiasco de François Legault. Éric Kerr, Geneviève Guilbeault ne se sont pas suffisamment responsabilisés dans ce dossier-là, se sont passés la patate chaude. Et quand, d'une part, Éric Kerr reconnaît lui-même que ça a été un fiasco, bien, c'est le fiasco de François Legault puis de la CAQ. Et quand Éric Kerr, par-dessus, dit que j'aurais dû avoir des éloges dans ce projet-là, ça vous dit comment ils sont déconnectés. Et j'insiste là-dessus. Il s'est gaspillé 122 millions de dollars là-dedans. 122 millions de dollars qui est le déficit de SAC-Clic. Et le coût supplémentaire, c'était 154 millions de dollars. L'incompétence caquiste a un coût très élevé. Est-ce qu'on peut vous entendre sur le projet de loi Boulay d'hier? Votre position, c'est quoi après lecture du document? Écoutez, nous, à première vue, contrairement à Québec solidaire, on n'y voit pas de bombe nucléaire. Donc, à première vue, contrairement à Québec solidaire, on n'y voit pas de bombe nucléaire. Pour nous, on va l'étudier, mais d'avoir un équilibre, un juste équilibre entre donner les services et respecter le droit de grève, je pense qu'on peut avancer là-dedans et c'est comme ça qu'on va aborder le tout début des travaux. Il y a 24 heures le projet de loi, mais c'est comme ça qu'on va l'aborder de façon constructive. Sur les coupes en santé, on voit ce matin qu'on avance là, dans le plan de compression pour le retour à l'équilibre budgétaire. Là, on parle de... en tout cas, les établissements ont ciblé certaines mesures qui toucheraient des services aux patients, comme la fermeture de centres de vaccination qui ont été convertis en points locaux de service, les aires ouvertes du ministre Carman. On dit que c'est quand même, c'est peut-être sous-utilisé, ça coûte quand même cher. Puis les fermetures de réduction de services des urgences. Qu'est-ce que ça vous dit, là, cette nouvelle ronde-là de compression qui arrive? Avoir
un État qui donne les services de façon efficace et efficiente, nous en sommes, on est le Parti libéral du Québec. Une fois qu'on a dit ça, d'avoir des coupures et de nier que sur le terrain, les gens en souffrent, c'est hier, quand j'ai posé la question, j'avais 4 cas hier qui avaient été rapportés, des gens qui se font dire, allez à l'urgence, et puis qui n'ont pas accès aux services. Vous avez terminé avec l'exemple de la fermeture de services, entre autres les urgences. 3 pistoles. Le 6 considère et a soumis, parce que les administrateurs sur le terrain essaient de trouver des solutions, d'une possible fermeture après 20 heures de l'urgence de 3 pistoles. Moi, j'aimerais citer, et elle est citée dans le journal du 12 février, Jean-Philippe Guilbeault, Geneviève Parent, qui est à l'hôpital en 2024. Elle avait une hémorragie utérine. Elle a dit « C'était en pleine nuit et au petit matin. J'ai appelé l'ambulance. Si j'avais dû faire la route vers Rivière-du-Loup au Rimouski, je me vidais de mon sang. » Les coupures ont un impact direct sur la population qui n'ont même pas les services de base d'urgence. Alors, c'est catastrophant et c'est excessivement préoccupant. Puis les Québécoises et Québécois sont abandonnés là-dedans. Le fait, par exemple, les aires ouvertes, puis les cliniques de vaccination, ce sont quand même des mesures qui ont été pérennisées ou déployées par le gouvernement. Dans le contexte où on a un exercice de révision à faire, vous savez, avec les déficits, tout ça, est-ce que quand même, il y a certains programmes qui méritent d'être révisés là, dans le contexte. Est-ce que vous admettez ça? Puis le fait que ce soit ces deux-là, qu'est-ce que ça dit sinon? 2 choses. Nous, ça a toujours été notre cas de faire en sorte de s'assurer que chaque dollar en taxes et impôts soit maximisé. Alors, la révision permanente des programmes, même des crédits d'impôt, on peut partir là-dessus, c'est excessivement important. Une fois que j'ai dit ça, ce qu'on constate, c'est qu'il y a des propositions faites par ce gouvernement-là qui sont en train de se faire cannibalisé par sa propre création, qui est Santé Québec. Autrement dit, il y a le ministère de la Santé qui, dans les dernières années, sous la CAQ, a fait certaines initiatives. Est-ce que c'est optimal ou pas? On peut avoir le débat, mais il y a Santé Québec qui va venir couper là-dessus. Alors, c'est comme un serpent à 2 têtes. Moi, quand on se lève en chambre, puis que le ministre de la Santé nous dit, écoutez, c'est à Santé Québec à gérer, c'est à moi à superviser. Pour moi, je vois un serpent à 2 têtes. Bien, si c'est Mme Biron qui doit répondre aux questions, bien, qu'elle se présente dans Terrebonne puis qu'elle vienne répondre aux questions, parce que le ministre de la Santé, entre autres la semaine passée, sur un cas, je ne me rappelle pas du cas, on pourra vous le donner, mon collègue André Fortin, un cas qui était dans les médias depuis 5 jours, le ministre dit « Je vais faire des vérifications, je ne suis pas au courant. » C'est mal géré. Et c'était, rappelez-vous, l'un des écueils principaux, nous, qu'on avait contre Santé Québec, la déresponsabilisation du ministre, c'est ce qu'on constate. Comment vous l'interprétez, les propos de M. Dubé la semaine dernière, qui a dit que les vraies coupures, c'était sous le gouvernement libéral, quand on avait des augmentations de 3 dans le budget qui couvraient pas donc l'augmentation des dépenses, alors que ce qui est prévu pour 2025, c'est 1,8 %. Exact. C'est ça que exact. Alors, est-ce que c'est un message à M. Girard? Est-ce qu'il veut passer un message? Est-ce qu'il admet qu'il va avoir des coupes? Comment vous le voyez? Bien, je voudrais qu'il y ait 2 niveaux de réponse. D'abord, qui a plus de pouvoir, Christian Dubé ou le ministre Girard des Finances? Une fois qu'on a dit ça dans l'octroi des budgets, une fois qu'on a dit ça, ça prend un gouvernement qui soit efficace puis qui donne les services. Je ne veux pas vous ramener sa clique, mais le gouvernement gère mal. Là, il a créé Santé Québec pour avoir une sorte de tampon entre lui puis la réalité terrain. Puis Santé Québec, eux, sont top gun dans la coupure. Leur premier mandat, c'est de couper 1,5 milliard. Fait qu'eux autres, là, ils arrivent avec la tronçonneuse, puis tous les cas dont on parle, ils vont couper à gauche et à droite. Alors, en ce sens-là, j'aimerais revenir sur l'intro de votre question. La preuve est dans le pudding. Quand on a quitté le pouvoir en 2018, tous les indicateurs étaient meilleurs quant à l'accès et à la qualité des soins et des services. Oui, je t'en prie, vas-y. Juste peut-être pour revenir spécifiquement là, sur les chiffres que vous avez dit, 3 d'augmentation cette année, puis 1,5 l'an prochain. Le 1,2. 1,8. Le 1,2 de différence sur un budget de 62 milliards, là, OK, c'est beaucoup d'argent. Là. On parle de milliards de dollars. Fait que, dans tout ça, est-ce que l'objectif de garder le déficit record à 11 milliards va être atteint? La réponse à ça, c'est qu'ils ont fait justement un jeu dans les chiffres pour faire en sorte que le chiffre démontré soit de 11 milliards, que les chiffres dans les années suivantes démontrent une baisse. Parce que sinon, s'ils maintenaient les chiffres
au niveau des coûts de système, là, OK, bien, le chiffre l'an prochain, il serait beaucoup plus haut comme déficit. Fait qu'on joue avec les chiffres, avec la CAQ, là, on joue avec les chiffres pour essayer de garder l'image comme quoi qu'on maintient le bateau à flot. Mais la réalité, là, 11 milliards, probablement, ça va être dépassé. Puis l'an prochain, la prévision, elle va être dépassée parce que, justement, ils sous-estiment les coûts. Donc, le 1,8, ça ne tiendra pas. Ça ne tiendra pas. Puis, juste pour être clair, vous, votre position sur les compressions, là, vous demandez donc qu'on lève le pied, qu'on fasse un examen? On demande au gouvernement de bien gérer. Puis encore une fois, vous le savez, la réponse est minimalement complexe. On ne peut pas dire, bien, coupez, c'est pas ça, là. Le point, c'est que le gouvernement doit bien gérer. Il y a beaucoup gaspillé. Santé Québec, d'avoir un tampon entre la réalité terrain, c'est pas une bonne idée. Le ministre, il doit s'intéresser à ce qui se passe dans le réseau, puis pas dire, bien, posez-moi une question, je vais me revirer de bord, je vais poser la question, puis je vais vous donner la réponse via Santé Québec. Alors, c'est un tout, un gouvernement. Ça prend un leadership fort. François Legault, quand il a été élu en 2018 puis réélu en 2022, c'était sur quelle promesse? J'aurai un État efficace. On va s'assurer que la fonction publique soit agile. Je n'ai pas l'intention d'en engager des milliers, bien au contraire, mais on va être agile. Avec les nouvelles technologies, on va offrir le service et faire en sorte d'améliorer tous les indicateurs. Tous les indicateurs sont pires. Tous les indicateurs sont pires dans sa 7e année. On a un déficit de 11 milliards, puis on a 10 000 fonctionnaires de plus. Alors, ça fait partie d'un tout. Arrêtez de gaspiller, créer la richesse aussi. Notre économie, 0 gain de productivité en 5 ans. C'est moins de revenus pour l'État. C'est moins de revenus pour l'État. Gérer comme du monde. Said it yourself that SACLIC was a fiasco. Absolutely. I'm wondering what you think and what you hope the government learns from this report and takes away from it. You know, I don't have any additional hopes with respect to this government. Being within their 7th year, I think that it's too late. Unfortunately, now we have ahead of us, a year and a half before the general election. We're going to be hoping for the best, but not hoping that this government, in its 7th year, will have learned something about good management, being sure that the service will be rendered to the population. So, unfortunately, SACLIC was an additional example to the fact that François Legault is not a good administrator of public funds. It's a CAQ fiasco, and Éric Kerr recognized it, and Geneviève Guilbeault, they was totally besides that issue, they let it go, and it tells a lot about this bad government. What will our healthcare system look like after these cuts? As you know, people are already still struggling to get a family doctor, still struggling to get surgery. What's the future? You know, we are very concerned, we Liberals, about these the impact, the tangible impact of these cuts, and even Minister Dubé recognized it back in last December. We are, for instance, yesterday at the National Assembly, I asked for questions to François Legault, Premier Legault, for example, of people who are directed to the emergency rooms instead of having the basic services. For instance, the renewal of d'une prescription at the emergency rooms. It's a nonsense. It's bad administration. And the fact that Christian Dubé created its own buffer between him and the reality, it's not a good approach. So Santé Québec is there to cut. And we are very concerned and very sad to recognize day after day that the people, the citizen, doesn't have the basic services. And they're putting, the end result of this is that people, the people's health is put at risk. Thank you very much.